Bonjour, bienvenue sur le blog Utips. On va parler aujourd'hui du MacBook Pro Retina qui est sorti en 2016 avec ses fameux 4 ports USB-C. Donc si vous hésitez entre les modèles 2016 ou 2017, puisqu'il a été mis à jour en 2017, et les modèles 2015, eh bien je vais essayer de vous faire une présentation assez rapide. J'attendais d'avoir un petit recul sur l'utilisation de ce Mac, donc ça fait 6 mois que je l'utilise, donc j'ai maintenant un avis assez catégorique sur ce Mac. Donc qu'en est-il concernant le choix entre le MacBook Pro 2015 et le MacBook Pro donc équipé des nouvelles technologies, à savoir le gros trackpad Force Touch et les 4 ports Thunderbolt 3 et qui font office du USB-C. Donc pour moi, si vraiment vous hésitez, pour moi, eh bien, je vous conseille vivement de prendre plutôt ces modèles-là que les anciens. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez investir pour l'avenir, parce que cette connectique est en train de se développer à peu près partout. Les ports Thunderbolt 3, notamment dans les périphériques professionnels, audio, vidéo, sont en train d'apparaître. Les hubs Thunderbolt 3 sont en train de se développer un peu partout. Donc vous allez investir pour l'avenir avec ce Mac, puisque si vous prenez un 2015, eh bien dans 4-5 ans, si vous comptez le garder plusieurs années, il vous faudra acheter des adaptateurs puisque tous les périphériques seront Thunderbolt 3 ou USB-C. Plutôt USB-C parce que le Thunderbolt 3 est quand même réservé aux professionnels. En dehors des connectiques, ce qui est intéressant, c'est que ce gros trackpad, une fois qu'on y a goûté, ça fait vraiment super bizarre de revenir aux anciennes générations. Donc pour moi, le gros trackpad apporte un énorme avantage. Ça permet, vous voyez, de faire des mouvements beaucoup plus amples qu'avant avec la main, comme ça c'est vraiment hyper agréable. On peut aussi zoomer très facilement, enfin, c'est beaucoup plus agréable à utiliser. Ensuite, on a un clavier qui est beaucoup plus fin. Donc en dehors d'être plus fin, il est aussi, je trouve, super agréable. Une fois qu'on a goûté à ce nouveau clavier, c'est très difficile pareil de revenir à l'ancien. Le seul point négatif, c'est qu'il est un tout petit peu plus bruyant que l'ancienne génération, mais c'est vraiment la seule chose à redire sur ce clavier. En dehors de ça, les touches sont vraiment bien designées et très agréables à l'utilisation. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire sur ce trackpad? Il y a évidemment la touch bar. Donc la touch bar, je vais pas, c'est cette barre tactile, vous voyez, qui est en haut de l'écran. Je vais changer de logiciel, vous voyez, elle s'adapte, elle change en fonction de chaque logiciel. Donc là, je suis dans Safari, je navigue d'onglet en onglet. Je peux appuyer sur la touche échappe, je peux changer de logiciel et vous voyez, à chaque fois, ma touch bar me permet de faire certaines actions. Vous voyez, je passe le texte en gras. Ici, je peux changer les couleurs de mon texte facilement. Je peux aussi appliquer des modèles, appliquer des puces, comme vous voyez. On peut faire plein de choses. Je détaillerai l'usage de cette touch bar dans d'autres vidéos en fonction des logiciels qu'on va utiliser. Mais ce qu'il faut savoir sur cette touch bar, c'est que sur le Mac, dans les préférences système, vous pouvez la personnaliser. Vous allez simplement aller cliquer sur clavier ici et en bas, vous voyez, vous avez personnalisé la control strip. Donc la control strip, c'est quoi? C'est la zone qui est à droite de la touch bar. Donc c'est cette zone-là qui est à droite qui est personnalisable. Donc si par exemple, vous utilisez souvent le dashboard, ou si vous utilisez souvent par exemple le launchpad, vous pouvez le prendre comme ça et le faire glisser sur votre touch bar. Vous voyez, je le prends avec le trackpad, je le fais glisser ici. Donc vous pouvez personnaliser cette zone, ça c'est assez génial. Et une fois que c'est fait, je peux utiliser la fonction que j'ai mis dans ma touch bar. Donc ça c'est une première chose. Et on peut décider aussi ce que la touch bar va afficher. Donc par exemple, commande de l'app control strip, on peut aussi être dans ce mode-là, c'est-à-dire par défaut la touch bar affichera ce qu'on avait un peu sur les anciens claviers, donc je trouve pas ça très intéressant. Ou seulement les commandes de l'application qu'on utilise. Donc moi je préfère cette première option. Et vous avez en dessous une option concernant la touche FN. Donc si par exemple vous choisissez la première option, quand vous appuyez sur la touche FN du clavier, eh bien vous allez voir les touches F1, F2, F3 jusqu'à F12. Et si vous choisissez la deuxième option, eh bien vous allez avoir tout simplement l'affichage classique d'un clavier normal Apple. Donc moi c'est cette option que je préfère. Du coup, si j'ai envie de baisser la luminosité, j'appuie sur FN et je sélectionne mon option. Pareil pour le volume, ça va quand même bien plus vite que d'aller appuyer ici, etc., etc. Donc voilà toutes les petites options qui sont disponibles sur cette touch bar. J'aurai l'occasion de faire des tutos un peu plus détaillés sur la touch bar, mais c'est pour vous montrer un petit peu les possibilités de configuration. Ensuite, en dehors du fait qu'elle s'adapte à tous les logiciels, etc., il y a une fonction que j'aime particulièrement dans la touch bar, c'est quand vous allez par exemple vider la corbeille, bon c'est un exemple, toutes les boîtes de dialogue qu'on voit à l'écran, c'est quand même beaucoup plus rapide d'appuyer sur la touch bar ici
pour valider finalement ce message que d'aller prendre la souris, déplacer le curseur et cliquer sans arrêt. Ça, c'est assez fatigant et je dois avouer que très souvent, les boîtes de dialogue dans la touch bar me font gagner beaucoup de temps. Donc voilà, la touch bar n'est pas révolutionnaire en soi, mais elle fait quand même gagner beaucoup de temps. Une fois qu'on l'a plus, eh bien, ça manque. Quand on repasse sur un clavier Apple normal, voilà, la touch bar manque un petit peu quand on a commencé à prendre ses habitudes dans certains logiciels. J'aurai l'occasion de vous parler de la touch bar dans Logic Pro, dans Final Cut Pro. Ils ont fait un gros travail d'intégration. Il y a des choses à redire sur cette intégration, mais il y a quand même des choses très utiles aussi. Donc ce qui est super sur cette touch bar, bien entendu, c'est le Touch ID. Vous voyez, quand on vous demande de rentrer votre mot de passe sur le Mac, eh bien vous avez juste à poser votre doigt et ça valide le Touch ID. Donc ça, c'est vraiment absolument génial. C'est exactement comme sur les iPhones. Et rien que pour cette fonction-là, si vous n'aimez pas cette touch bar, rien que pour la fonction de Touch ID, je trouve que ce MacBook Pro vaut le coup. En dehors de ça, le clavier, le gros trackpad, la touch bar, on a un écran Retina P3, c'est-à-dire vous avez un espace colorimétrique qui est beaucoup plus important que sur les anciens Mac. Donc si vous faites de la photo, si vous faites de la vidéo, si vous faites tout ce qui est graphique, ça vaut encore le coup d'investir dans ce Mac plutôt que dans les anciennes générations. Concernant l'autonomie, pour moi elle n'a pas bougé, donc il n'y a pas de point négatif sur cet aspect-là des choses. Autre aspect important, eh bien, il est beaucoup plus fin que les anciennes générations, donc beaucoup moins lourd, et il est aussi moins encombrant. C'est-à-dire pour la même taille d'écran, vous avez un Mac qui est beaucoup moins large et beaucoup moins profond, ce qui fait qu'il prend beaucoup moins de place. Les bandes sur le côté sont beaucoup plus fines, du coup il y a un encombrement qui est vraiment restreint. Autre chose assez sympa sur ces Macs, il n'y a plus le gong au démarrage, le Mac ne fait plus de bruit, donc si vous avez des colocs ou si vous avez des voisins ou peu importe, et que ça gêne à chaque fois les personnes autour de vous, à chaque fois que vous démarrez le Mac, ben là vous serez plus embêté. Voilà, ça c'est une chose assez sympa. Le son est vraiment, je dirais, presque 2 fois meilleur que sur les anciennes générations, c'est assez bluffant, il y a des basses assez profondes, bien entendu, pour ce type de portable, donc c'est assez intéressant. On n'a plus la pomme lumineuse, mais ça c'est pas très grave, et autre petit point assez sympa de ce Mac, c'est que quand il est fermé et que vous l'utilisez avec un écran externe, vous le posez comme ça, vous le branchez à l'écran externe, le Mac va automatiquement démarrer, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir. Le fait de le brancher sur l'écran LG par exemple en Thunderbolt, alors que le Mac est éteint, vous le fermez, eh bien il va s'allumer tout seul. Donc ça c'est assez aussi sympa. Voilà pour le tour de ce MacBook Pro 2016 et 2017. Il existe en 15 pouces et en 13 pouces, j'en ai déjà parlé sur le blog. Les 15 pouces, ce sont les seuls modèles qui ont une carte graphique, donc si vous voulez faire du Final Cut Pro, du montage vidéo, si vous le pouvez, eh bien prenez un modèle 15 pouces. En dehors de ça, eh bien après c'est le budget qui va décider en fonction de la capacité du disque dur. Si votre budget est un petit peu serré, vous pouvez prendre une capacité de stockage faible avec un disque dur externe en Thunderbolt. Vous le payerez moins cher que les disques intégrés au MacBook Pro. Voilà pour cette petite présentation rapide. Si vous avez des questions sur ce Mac, bien écoutez, n'hésitez pas sous la vidéo dans les commentaires. Si vous n'êtes toujours pas abonné au blog, n'hésitez pas également à cliquer sur les liens qui apparaissent à gauche de la vidéo. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine.